C'est étonnant, non? L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Patrick Poivre d'Arvor, qui est accusé d'exercice illégal de la pharmacie, puisqu'il a en effet déclaré qu'il était vendeur. Je suis vendeur, je vends des produits que les autres ont préparés, ce qui laisse sous-entendre que l'information télévisée n'est qu'une vulgaire potion à prendre le soir, avant ou après le dîner. Nous allons d'ailleurs connaître les griefs de la société française à votre égard, Monsieur Poivre d'Arvor, puisque va se lever maintenant, non pas un nouveau soleil, hélas, mais le procureur général de la République des proches françaises. Thank you, George. Française, Français, Belge, Belge, mon président pour de rire, monsieur l'avocat du barreau de mes deux chaises, Couché, procure. mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Ah, le beau jeune homme que voilà. Ah, qu'il est beau. Ah, qu'il a la jambe élancée, la main fine et les dents longues. Ah, Dieu me tripote. Quel est moi? Quand mon regard croise le tien, passe-moi le poivre d'abord. Quand mon regard croise le tien, j'en viendrai à douter de ma virilité et à regretter de ne point être avocat pour pouvoir plaider moi aussi. N'est-ce point un signe du destin, mesdames et messieurs les jurés, que la présence parmi nous, au premier jour de l'automne, d'un vrai romantique? Ah, l'automne! Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur, comme qui dirait monotone. Ne sont-ils point sublimes, ces vers douloureux que lançait hier soir vers la nue embrasée la voix désolée de Paul Verlaine au Pop Club de Rimbaud Arthur? Faudrait-il que j'aie le cœur aussi sec que le gosier d'un bébé du Sahel, Monsieur le Président, pour réclamer la peine maximum à l'encontre d'un authentique, vrai nouveau romantique, d'un homme éperdu de l'éternel chagrin des enfants du siècle, d'un homme qui vit sa mort jour après jour en adorant la vie, d'un homme qui va, l'écharpe au vent mauvais, frissonnant dans l'éprouvante amertume des sous-bois de l'automne, où le loup de Vigny finit d'exhaler son impossible râle. D'un homme, enfin, déchiré par les contradictions insupportables de sa personnalité de demi-dieu vivant, moitié Chateaubriand, moitié Jean-Claude Bourret. Toute mon enfance a été bercée du chant désolé du romantisme. Moi aussi, passe-moi le poivre, moi aussi. J'ai appris tout enfant à comprendre la mouvance émotionnelle de cette errance éclairée de la pensée lyrique qui nous conduit naturellement à laisser prévaloir le sentiment sur la raison et l'imagination fertile sur la froide analyse. Si vous ne me suivez pas, je connais une histoire belle. Oui, moi aussi, passe-moi le poivre et puis passe-moi le sel. J'ai vécu cela grâce à l'éducation romantique de mes parents. Père à lait, l'écharpe au vent mauvais, frissonnant dans l'éprouvante amertume des herbes en friche de l'automne. Il était romantique exhibitionniste au bord du périphérique nord. Et mère vivait sa mort en adorant la vie, vibrante au son du corps, le soir au fond du couloir. Elle était dame pipi, romantique, chez René, le roi du Châteaubriand, comme vapeur. Et moi, je suis leur enfant fragile et gracieux. Et nous sommes des milliers. Nous sommes des millions d'enfants de l'aube qui souffrons, l'âme écorchée comme Lamartine, le cœur en pleurs comme Chopin et l'air con comme Gonzague. Saint-Brieuc, terre sauvage, où chante la bise et fiante la mouette. Saint-Brieuc où la bigoudaine est de passage, puisqu'elle est du Finistère et pas des Côtes du Nord, faut pas chercher à me baiser sur la géo. Saint-Brieuc dont je me demande pourquoi j'en parle. Ah oui, Saint-Brieuc est le berceau du romantisme. À 500 bornes près, mais on va pas... Et c'est là, mesdames et messieurs les jurés, en vacances à Saint-Brieuc, que j'ai découvert et aimé le livre émouvant de Phil Moelsel, Les enfants
les enfants de l'aube. Je ne vous en révélerai pas ici toutes les ficelles. D'ailleurs, peut-on parler de ficelles alors qu'il s'agit bien d'énormes cordages? Et même, tant l'amour est présent à chaque chapitre, de cordes à nœuds. Mais quel chef-d'œuvre! Quel chef-d'œuvre! Jamais nous ne remercierons assez, Patrick fait voir aussi la moutarde dans le cuillère, pour son livre dont, au sujet de son talent duquel la littérature française, elle ne serait pas été pareille si qui ne serait pas été publié. Les enfants de l'aube nous content l'histoire d'un adolescent leucémique qui rencontre dans un hôpital à leucémique une jeune anglaise leucémique. Dans un style leucémique également, l'auteur nous conte la passion brûlante et désespérée de ces deux êtres fragiles mais tremblants d'amour et qui vont vers leur destin, la main dans la main et la zigounette dans le pilou-pilou. Malgré la maladie qui fait fuir leur entourage, et notamment les marchands d'assurance-vie, Alfred de Vignette et Ginette Chateaubriand, nos deux héros, décident de forcer le destin et de donner la vie à un enfant. Afin de mettre toutes les chances de réussite de ce projet insensé de leur côté, ils commencent par observer deux papillons. « Sois mienne, dit Alfred, page 36. « Take it off, mother is coming. » « Ôte ta main, voilà ma mère. » dit Ginette dans la langue de ses pères, car elle en avait deux. À ce stade du récit, le lecteur est bouleversé et se sent défaillir, car il en est du romantisme fiévreux comme de la moule pas fraîche. Quand on en abuse, ça fait mal au ventre. Un mois plus tard, Alfred de Vignette et Ginette de Chateaubriand, qui étaient allés voir Love Story pour se remonter le moral, se retrouvent en tête-à-tête par un doux crépuscule de septembre au bord du lac Léman. La splendeur feutrée du jour qui se meurt sur la campagne belge étreint le cœur de la malheureuse enfant. Elle sait que sa fin est proche. La veille, à l'insu de son jeune amant, elle a consulté le plus grand cancérologue de Genève qui lui a dit « C'est 300 francs. » « My darling, mon pauvre amour, dit-elle. Qu'allons-nous devenir? Je sens la vie me quitter doucement, mais je ne veux pas mourir, que faire? Observons deux papillons, répond-il. Page 87. Et il la prend dans ses bras, tandis que l'astre du jour se fond sur le lac endormi, page 88. Puis c'est l'heure terrible de l'aveu. Un jour, alors qu'ils jouent tous les deux à cache-cache, la jeune femme, rongée par le mal, décide de dire à son amant qu'elle attend un enfant de lui. « I am in the clock, dit-elle. Je suis dans la pendule. Je joue à cache-cache. Tu vas pas nous en faire une, non? Je suis dans la pendule. Mon Dieu, un enfant? Tu en es absolument certaine, ma chérie? Oui, mon amour, je n'ai pu me tromper. Le mois dernier, j'ai pas vu venir. Dit-elle de plus en plus romantique. C'est le procureur. Mais ma chérie, c'est merveilleux, viens m'embrasser. Observons deux papillons. À la fin du livre, le lecteur ne contient plus ses larmes. En effet, la malheureuse mère ne survivra pas à la naissance de son enfant, une petite fille que son père appellera Grenelle, en hommage à la mode Piquet-Grenelle, le peintre romantique du changement à Réaumur-Sébastopol. Le livre se termine en douloureuse apothéose par cette image insoutenable du père arpentant la plaine d'Irlande brumeuse et glacée où se lève un pâle soleil d'automne. L'homme va, brisé, soutenu par sa mère et par sa sœur, comme lui vêtu de noir. Soudain, il s'arrête face à la lande austère et regardant tour à tour les deux femmes, il s'écrie « Observons trois papillons ». Je rappelle le titre « Les enfants de l'aube » par Patrick Poivre d'Arvor, chez Jean-Claude Lattès. 200 pages, 203 pages exactement de romantisme décapant pour le prix d'1 kilo de débouché évier. Et maintenant, je rappelle le pitre. C'est étonnant, non?